Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures. Automatiquement, nous prenons la direction de Luanda, en Angola, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, participe au 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique. Plus de 1500 personnes prennent part à ces sommets. Parmi les dossiers brûlants qui seront sur la table des discussions, les corridors des Lobito. Plus de précision dans ce reportage. Après Dallas, dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda, en Angola, d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. 3 ans après son adhésion au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements fiscaux, la RDC sera évaluée l'année prochaine par ses pairs sur ses efforts liés à la transparence fiscale. Une forte délégation de ces forums est à Kinshasa pour préparer la RDC à cet examen. Les échanges ont déjà débuté hier avec le ministre de Finances Doudou Fwamba. D'autres détails avec Sylvie Moimbre. Pour une gouvernance fiscale plus équitable et transparente, c'est le pari du gouvernement congolais. Recevant une délégation du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements fiscaux, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Boutaï, vient de mettre sur pied une unité nationale d'échange international de renseignements fiscaux. La République démocratique du Congo bénéficie depuis le mois de décembre 2023, date de son adhésion au forum, d'un programme d'accompagnement technique en vue de son évaluation prévue l'année prochaine. L'hôte du ministre congolais des Finances, Madame Zeida Manata, chef du secrétariat du forum, a apprécié à juste titre l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo et a souligné le potentiel des outils de transparence fiscale pour l'accroissement des recettes fiscales publiques, la lutte contre l'évasion fiscale et le renforcement de la justice. La RDC s'est engagée au Forum mondial en 2023 et le ministre a réaffirmé son engagement pour progresser dans les domaines de la transparence fiscale et l'échange des renseignements. Les
prochaines étapes vont être à l'évaluation par les pairs de la RDC qui va commencer à la fin de 2026. Et d'aujourd'hui jusqu'à là, on va travailler avec la RDC pour la préparer pour cette évaluation. À Kinshasa, les membres de la délégation du Forum mondial auront plusieurs rencontres stratégiques avec les parties prenantes nationales afin d'expliquer les enjeux de la coopération internationale en matière fiscale et les bénéfices que la RDC peut en tirer. L'RDC s'est musclée pour faire face à l'intelligence artificielle qui menace aujourd'hui plusieurs emplois. Un rapport national sur l'état de préparation de l'intelligence artificielle vient d'être élaboré et validé. Ce document a été remis au ministre de PTNTIC par sa collègue de l'enseignement supérieur universitaire au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Regardez. Cette cérémonie de validation du rapport d'évaluation de l'état de préparation à l'intelligence artificielle de la RDC vise à renforcer l'engagement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de normes d'éthique de l'intelligence artificielle, selon le ministre Kiba Samaliba, qui a lancé les travaux de ces rapports qui marquent l'aboutissement d'un processus démarré depuis décembre 2022 et le fruit d'un travail intense coordonné par la Commission nationale pour l'UNESCO de la RDC avec la contribution précieuse des experts nationaux, de l'appui technique de l'UNESCO et des personnes ressources clés. Le Code du numérique évoque les implications sur l'intelligence artificielle conformément aux droits humains à travers différentes dispositions qu'elle aborde. Il a été renchéri par le représentant de l'UNESCO en RDC, Isaïas Barreto Darosa. On adopté à l'unanimité la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui constitue le tout premier document normatif au niveau mondial sur l'éthique de l'IA. Les participants ont apprécié l'implication déterminante du ministère des Postes et Télécommunications et tous les experts. Occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur de remettre officiellement ses rapports de validation nationale en présence de ses deux collègues de la recherche scientifique, tout en précisant que l'intelligence artificielle peut être un formidable levier de développement durable et peut également renforcer des inégalités existantes ou en créer de nouvelles si elle est déployée sans garde-fou éthique. C'est pourquoi nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que son développement soit guidé par des principes de justice en mettant l'humain au centre. Et puis, c'est chiffré, $500 000 américains. C'est le montant décaissé pour les travaux de réhabilitation de l'école de police de Kapalata dans la province de la Chopo, un centre moderne pour la formation des policiers. Les travaux n'ont duré que 70 jours et c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a inauguré cette école New Look. Bobo Anan Mokunti nous en parlait. Lancé en décembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Louko Jacquemain Chabani, les travaux de la rénovation de l'école d'instruction de la police de Kapalata dans la province de la Chopo, enfin effective. Le gouverneur de province, Paulin Ndongolia, exprime sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bâti sur une surface de 13 hectares avec un coût global de $500 000 américains, financé sur fonds propres de l'État congolais, ces centres visent le renforcement des infrastructures et des capacités de la police nationale congolaise, ainsi que sa professionnalisation dans le domaine de l'instruction. Et c'est là, dans le but de promouvoir la protection des droits et une gouvernance efficace au sein de la police, située à plus de 7 km de la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, avec une capacité d'accueil de 2000 apprenants. Ces centres est une réponse aux différentes questions sécuritaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a pour sa part lancé un défi au commandement de la police, celui d'organiser dans un bref délai la formation de la première promotion pour une police professionnelle, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la République a mis à votre disposition un instrument majeur pour la formation de nos policiers. Ce que nous attendons de vous, c'est qu'il en sorte des promotions bien formées, des promotions de qualité, des promotions qui vont redorer le blason de notre police nationale.
Faisant d'une pierre deux coups, sur place, un groupe de 18 bandits urbains, appelés communément Kuluna, ont été présentés au patron de la sécurité nationale au cours de cette cérémonie, sous l'œil vigilant de la population riveraine, venue nombreuse. Une découverte troublante à Kinshasa, des tenues similaires aux uniformes des militaires saisis dans deux endroits différents dans la commune délimitée. Au total, 770 ballots. Toutes ces tenues ont été incinérées sur place par l'état-major des renseignements militaires. Les propriétaires de ces tenues ont été interpellés. Ce sont des modèles de tenues portés par Christian Malanga et ses complices lors de la dernière tentative du coup d'État. 470 ballots de tennis similaires à celles de FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali, à la 9e rue. Alimité industriel, et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et le média. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Plusieurs centres de dialyse modernes et performants pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et aiguë, bientôt opérationnels en RDC. Le premier doit être déjà opérationnel d'ici le mois de septembre de l'année en cours. Le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, vient de signer un important contrat de partenariat avec une entreprise japonaise, comme nous dit Robert Ndeye dans son reportage. La signature du contrat avec la société Nippon représente un espoir pour les nombreux patients souffrant d'insuffisance rénale. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, en apposant sa signature sur ce document, ouvre la voie à l'amélioration significative de la vie des personnes touchées par cette maladie. Ce partenariat vise à développer des solutions innovantes pour le traitement de l'insuffisance rénale, une maladie touchant des milliers de personnes en République démocratique du Congo. Je suis ici pour un peu accompagner le ministère de la Santé publique congolaise dans le cadre le traitement de l'insuffisance rénale chronique et aiguë. Ce lundi 23 juin 2025, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a réceptionné, au nom du ministre, 100 000 doses de vaccins remis à la République démocratique du Congo par la République française à travers son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo. Ce geste n'est pas une simple opération logistique ou un acte isolé de générosité. Il incarne une conviction profonde, celle d'un destin sanitaire partagé dans un monde où aucune frontière, aucune nationalité, aucune position géographique n'immunise contre la propagation des maladies infectieuses. La remise de ces doses de vaccins intervient dans un contexte où notre pays fait face à des défis sanitaires multiples, notamment la mpox. Ce vaccin MVA-BN contribuera à la protection des populations les plus exposées et à prévenir les futures flambées épidémiques. Une journée qui se clôture par la réunion hebdomadaire pour faire le point sur l'évolution de la mpox en RDC. Des vacances parlementaires transformées en deux moments de sensibilisation. Le député national Antoine Tabala a sensibilisé le fidèle de l'église Mission Tabera dans la commune de Massine sur les dangers de la drépanocytose. Il a appelé à des dépistages précoces et sur place, des tests gratuits ont été faits à quelques fidèles de cette église. Anim Balaka était sur place. En pleine période des vacances parlementaires, le député national Antoine Tabala est allé à la rencontre de la jeunesse de la commune de Massina. Il a choisi l'église Mission Tabera, située sur le boulevard Lumumba, pour mener une séance de sensibilisation sur la drépanocytose, une maladie génétique qui touche de nombreuses familles congolaises. Accompagné de son équipe de la fondation Antoine Tabala, engagé pour une RDC sans anémie SS, l'élu du peuple a mis l'accent sur l'importance du dépistage précoce et de la prévention.
Sur place, des tests gratuits ont été organisés au profit des fidèles venus nombreux. C'est comme ça que nous sommes en tournée dans des églises. Chaque dimanche, nous faisons environ 200. Et nous nous disons, au cours de ces 5 ans, nous allons au moins dépister au moins plus de 20 000. Et nous pensons qu'à travers les églises, chaque personne dépistée, c'est un sensibilisateur. Et les 200 aujourd'hui, si chacun arrivait à sensibiliser aussi 200 personnes, vous allez comprendre que l'information va circuler. Et je sais qu'il y a une personnalité qui aujourd'hui a boosté la lutte contre la drépanocytose dans notre pays. Je cite la très distinguée première dame qui est venue jeter les bases d'une autre dynamique pour cette lutte. Et nous tous, nous nous inscrivons dans tout ce qu'elle fait. Les députés nationaux a également salué l'implication personnelle de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi dans ce combat, notamment à travers la réhabilitation de l'hôpital Mabanga, spécialisé dans la prise en charge des enfants drépanocytaires. Par cette synergie entre action sociale et initiatives législatives, Antoine Tabala entend faire de la lutte contre les drépanocytoses une priorité de santé publique en République démocratique du Congo. L'engagement de l'honorable Antoine Tabala dépasse les cadres des actions de terrain. Le 13 juin dernier, il défendait à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose. Déclarée recevable, cette proposition est actuellement en commission pour un examen approfondi. L'heure de l'évaluation a sonné pour le député et sénateur de l'UDPS et Mosaïque en commission comme au plénière. Ces parlementaires autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya ont évalué les rapports tout au long de la session parlementaire de mars 2025 qui vient à peine de se clôturer. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. Élue meilleure présentatrice du journal télévisé à cette 9e édition des Culture Awards RDC, la journaliste Sondra Nyangi de la RTNC a tenu à présenter son trophée au deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. La vedette de 20 heures de la RTNC estime que ces prix est le résultat d'un travail sérieux et acharné qui finit toujours par payer. Un engagement dont elle tient le secret du professeur Modeste Bahati Lukwebo, auprès de qui elle tient l'exemple depuis plus de 15 ans. On travaille avec le deuxième vice-président depuis maintenant 15 ans. Parce qu'il a contribué en partie, parce qu'on a parcouru avec lui, on s'est forgé auprès de lui, on a appris auprès de deuxième vice-président. C'est comme un papa, un mentor, alors on est venu lui présenter ce prix qui est un prix collectif. Le deuxième vice-président du Sénat s'est dit honoré par ses gestes de reconnaissance de la part de celle qu'il considère comme sa fille, avant de lui donner encore de bénédictions pour le futur challenge. Il était très émerveillé, il a vu que l'enfant a grandi dans l'excellence sur ses pas, il a suivi les conseils et il ne peut qu'être très émerveillé. Il nous a promis, il nous a donné la bénédiction d'aller de l'avant et de ramener encore prochainement des grands. Culture Awards DRC est un trophée de méritocratie qui vise à encourager le meilleur dans chaque domaine d'activité en Afrique. Pour cette 9e édition, les candidats des 3 pays africains étaient en course, notamment l'Angola, l'RDC et l'Afrique du Sud. Le même jour, le deuxième vice-président du Sénat a également reçu en audience une délégation de la Fondation Abigail Bagata. Constituée essentiellement de jeunes, cette structure évolue dans la promotion de l'éducation des enfants, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés. Reconnu pour son engagement dans l'encadrement de jeunes, Modeste Bahati Lukwebo a encouragé les membres de cette organisation avant de leur promettre son accompagnement. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là plutôt de suivre les activités du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Et puis, nous revenons sur cet élément de l'UDPS. Les parlementaires, députés comme sénateurs de cette formation politique étaient autour de leur secrétaire général, Augustin Kabouya, pour évaluer leur participation au cours de la session parlementaire de mars 2025. Alain Bikaï. Après la clôture de la session de mars, à l'IDPS et Mosaïque, l'air est à l'évaluation des activités menées pendant cette session et les enjeux politiques de l'heure. C'est dans ce cadre que le président intérimaire de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, a réuni les sénateurs et députés nationaux pour tabler sur cette thématique en vue d'élever les options. Dans son adresse, le chef de file du parti présidentiel est revenu sur la discipline, la loyauté envers les chefs de la majorité présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ensuite, Augustin Kabouya a félicité les élus de son parti pour la qualité de leur participation aux travaux en commission et en plénière des deux chambres du Parlement. Il a tenu à l'occasion à rappeler que toutes les mosaïques ont une seule autorité politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi haute autorité de référence de l'UDPS. Tour à tour, les élus présents à cette réunion ont pris la parole pour réitérer leur soutien défectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts de ramener la paix dans la partie orientale du pays, et c'est pour amélioration des conditions sociales des Congolais. Ensuite, ils ont évoqué les enjeux politiques et la question de certains gouverneurs et mandataires publics du parti présidentiel et mosaïque qui évoluent en cavalier solitaire sans respect de la hiérarchie et des élus du peuple. À la question de déstabilisation de certaines institutions provinciales, Augustin Kabouya appelle à l'apaisement et met en garde les tireurs des ficelles. Un bon chef de troupes, le numéro 1 de l'UDPS a pris bonne note et en fera rapport acquis des droits avant d'envisager une rencontre entre ces derniers et les élus du peuple pour dissiper tout malentendu. Le président de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad et toute son équipe sur le sol congolais depuis la semaine passée. Hier, ils sont allés à la rencontre du président de la CENI, Denis Kadima. Ils disent venir s'inspirer du modèle congolais en matière de digitalisation des élections. Jean-Pierre Ndolo Demazou et je reste au Funj pour plus de détails. Au terme de leurs échanges, le président de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad a souligné le haut niveau de l'expertise électorale congolaise, désormais source d'inspiration pour d'autres pays africains. Il a mis en avant les initiatives innovantes telles que le vote électronique et d'autres avancées technologiques dans le domaine électoral. La délégation tchadienne a exprimé sa volonté de s'inspirer des progrès réalisés par la RDC en matière de digitalisation électorale. Donc nous sommes venus ici échanger nos expériences. Et surtout qu'au niveau de la CENI, ils ont eu déjà cette expérience de faire également comme nous. Ils ont eu à faire plusieurs élections. La seule différence, c'est que nous, on a fait toutes nos élections de manière manuelle, alors qu'ici, il y a eu la digitalisation. Nous voudrions profiter de l'expérience de la CENI pour ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été constatées ou s'il y a des défaillances, comment les combler avant d'organiser ces élections chez nous. Dans un second temps, les hôtes de la CENI ont eu une séance de travail avec le secrétaire exécutif national qui leur a présenté le fonctionnement de l'institution, son organigramme et ses missions. Les femmes de la diaspora française viennent de mettre en place une synergie pour accompagner les initiatives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le processus du retour de la paix dans l'Est de la RDC. Tenu à Paris en France, ce rendez-vous du réseau des femmes solidaires internationales s'inscrit dans le cadre d'une action de soutien envers les femmes victimes des conflits dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Marrainée par la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ce haut rendez-vous à caractère pédagogique met en relief les thématiques business et entrepreneuriat et vise à mettre en place une synergie des femmes leaders afin de pouvoir construire l'idéal en faveur de la RDC d'une part et d'autre part soutenir les efforts de la paix voulus par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme on dit souvent, une femme ne peut pas bâtir un pays. Et moi, j'ai vu que les femmes solidaires, elles avaient bâti parce qu'elles s'étaient déplacées jusqu'à Goma pour venir en aide aux victimes de cette guerre qui s'est passée à l'Est. Et à partir de ces moments-là, j'étais vraiment touchée parce que j'ai vu que c'était des opérations concrètes. Notons que pour la présidente de la structure RFC, Lina Pembe, ces cadres veulent fournir des programmes de renforcement des capacités aux organisations des femmes locales et internationales afin de les autonomiser et impacter positivement la communauté. À l'issue des échanges, plusieurs femmes de la diaspora ont adhéré à la vision visant à promouvoir la femme. Comment renforcer la participation citoyenne dans la protection et l'amélioration durable de la qualité de l'environnement dans la ville de Kinshasa? C'est l'objectif d'un atelier ouvert hier dans la capitale, atelier qui réunit 144 participants, tous membres des comités municipaux de l'environnement. Plus de précisions avec Fanny Malonga et Rodé Panda.
C'est un pas de plus vers une ville durable et inclusive. La formation lancée aujourd'hui à Kinshasa pour les comités municipaux de l'environnement marque une volonté claire, celle d'impliquer les citoyens dans la protection de leur cadre de vie. 144 participants venus de 4 districts de la capitale, à savoir Lukunga, Funa, Tchangou et Moamba, seront désormais capables d'élaborer des plans adaptés à leur réalité locale. Projet PAC citoyen soutenu par l'Union européenne et porté par des structures engagées telles que la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'ECC et Mwangaza. Congo International met un accent particulier sur les zones inondables et polluées. Les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables sont placées au cœur de cette démarche. Tous nous sommes inquiets lorsque nous regardons l'environnement de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est à la fois notre capitale, notre province, je peux même aller loin pour dire c'est le siège des institutions, c'est le miroir. Et donc tout celui qui aime cette ville ne peut que donner le meilleur de lui-même pour que demain après-demain, même si vous n'êtes pas là, et les générations futures qui viendront disent qu'il y a une génération qui est passée, qui a boosté les choses, qui a changé les choses. À travers cette initiative, Kinshasa s'engage dans une dynamique d'urbanisme participatif pour une ville plus propre, plus résiliente et plus humaine. Ouverture hier à Kinshasa du deuxième symposium sur la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Ces assises de haut niveau visent à évaluer les progrès réalisés lors de l'édition précédente tenue à Bukavu. Encore une fois de plus, redépendant. Coup d'envoi ce lundi à Kinshasa de travaux du deuxième symposium sur la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Le secrétaire général aux actions humanitaires, Alain Mboko Ayeti, a rassuré une fois de plus l'accompagnement du gouvernement de la République dans la question humanitaire. Ces assises de haut niveau visent à évaluer les progrès réalisés depuis la première édition tenue à Bukavu au Sud Kivu, mais aussi à renforcer le leadership local et construire une action humanitaire plus cohérente, équitable et durable. Pour les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des questions humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, il est nécessaire que les acteurs humanitaires locaux soient au cœur de l'aide. Ce qu'on appelle la localisation, c'est vraiment faire en sorte que les acteurs locaux soient beaucoup plus au centre du leadership humanitaire, puisqu'ils sont là, ils connaissent leur pays, ils ont énormément de membres dans tout le pays, y compris dans les zones très difficiles. Il faut que la relation qu'il y a entre le système humanitaire et les organisations nationales change. La mise en œuvre d'un cadre de coordination à l'aide humanitaire et pour le Conseil national des ONG humanitaires et le développement en RDC, CONAFOD, plus qu'une nécessité en ces moments de coupure de l'aide par d'autres bailleurs. Nous allons définir une action humanitaire qui est plus centrée sur les communautés et où les communautés sont mises au centre de l'action. Un système humanitaire qui vient répondre aux récits que nous sommes en train de vivre et à la coupure de financement humanitaire qui nous amène à réfléchir un peu plus sur comment agir pour être plus efficient et pour être plus efficace. Durant 3 jours, les participants devront aboutir à la mise en place d'une feuille de route commune et inclusive. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Mamita Bangoulou, Maxima Androkwa. La partie technique a été assurée par Didier Diawa Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Tsakala. Mais en attendant, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila, Dalia Kakuji, Tresibila pour la suite de l'émission Le Panier. Au revoir.